à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Pour situer d'où je parle aussi, je travaille aussi beaucoup pour Smart, qui est une coopérative proche de Copanam également. Merci beaucoup de cet accueil et puis de cette possibilité de dire quelques mots sur le manifeste. Je l'ai lu attentivement évidemment et vraiment, enfin bravo quoi, super. Je sais dans quelles conditions il a été écrit et c'est déjà en soi vraiment un petit exploit d'avoir pondu ce manifeste à autant de mains et aussi rapidement. Vous m'aviez Sylvie et Luc donné comme ordre de mission de faire un petit commentaire finalement sur ma lecture du manifeste. Moi, il y a tellement de choses qui ont déjà été dites par toutes les personnes qui sont intervenues. Je voudrais pas répéter et remarcher sur des plates-bandes qui ont déjà été empruntées. Mais moi, il me semble que le grand mérite de ce manifeste, c'est avant tout de dire que l'économie sociale et solidaire est un projet politique. Et en tant que tel, c'est pas rien en fait de l'affirmer. C'est pas rien parce que dire cela, ça nécessite deux choses différentes. Ça nécessite à la fois que des mouvements politiques, des organisations politiques instituées se saisissent de l'économie sociale et solidaire et en fassent quelque chose qui soit une base programmatique, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire pas simplement picorer des petites idées, des petits exemples, citer telle ou telle expérience comme étant une expérience intéressante, mais réellement s'appuyer dans un travail programmatique sur les idées qui sont portées par l'économie sociale et solidaire et par ses pratiques. Et puis ça demande une deuxième chose qui est peut-être encore plus importante. La première, c'est ce que vous êtes en train de faire, mais la seconde, c'est que les organisations d'économie sociale et solidaire, elles revendiquent le fait qu'elles portent un projet politique. Et ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident parce que toutes les actrices, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils revendiquent un engagement, une part de militantisme. Il y a aucun problème là-dessus. Mais de là à revendiquer que ce que l'on est en train de faire dans son association, dans sa coopérative, dans sa mutuelle, c'est un projet politique, il y a quand même un pas. Qui est pas forcément facile à franchir. Se dire que la petite action, et derrière petit, il y a rien de péjoratif, mais la petite action qu'on est en train de mener, la prise de position qu'on vient de prendre, la pratique que l'on a au quotidien, elle a une portée, alors peut-être pas universelle, faut pas exagérer, mais en tout cas qui dépasse stricto sensu la cause qu'on est en train de porter au travers de son organisation. C'est pas forcément évident. Et donc je crois vraiment qu'on est en train de vivre quelque chose qui est un moment intéressant dans notre petite histoire de l'économie sociale et solidaire, où à nouveau il y a un rapprochement entre du programme politique, on va le dire comme ça, en tout cas porté par des mouvements politiques, et le fait qu'il y ait une revendication dans un certain nombre d'organisations de l'économie sociale et solidaire. C'est pas nouveau, mais dans notre époque là, finalement, c'est assez
c'est un renouveau, on va dire. Tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à mon avis, peuvent dire qu'il y a un avant et un après 2007-2008 et la grande crise et la crise des subprimes. Il y a vraiment un avant et un après où après on a commencé à voir jaillir de nouveau de la part des organisations de l'économie sociale et solidaire un discours qui était politique et qui existait beaucoup moins dans les années précédentes. Je pense notamment aux années 90 qui ont dû être un moment de vrai creux. C'est pas nouveau dans l'histoire. Vous faites mention à l'intérieur du manifeste, notamment de la période de la libération, qui est quand même hyper importante avec le travail du Conseil national évidemment, et puis de la résistance, et puis le préambule de la Constitution de 46. Il y a vraiment eu déjà un moment de rapprochement et de portage politique de l'économie sociale et solidaire, même si ça s'appelait pas comme ça à cette époque-là. Il y a un autre moment que vous ne citez pas et qui me semble assez intéressant d'avoir en tête, et surtout pour les rapprochements d'ailleurs qu'on peut y faire avec la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, c'est le moment de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, où il y a vraiment eu un moment de grande intimité entre le personnel politique de gauche au pouvoir, notamment les radicaux et Jaurès, etc., on en a parlé, et puis les coopératives, l'école républicaine, l'université aussi. Il y a eu cette intimité-là qui a permis de porter véritablement, d'un point de vue politique, l'économie sociale et solidaire. Encore une fois, elle ne s'appelait pas comme ça. Je fais le rapprochement avec la crise sanitaire parce qu'il y a un exemple que j'aime bien rappeler, c'est celui de la Première Guerre mondiale, de la fin de la Première Guerre mondiale, où le gouvernement, au fur et à mesure que les territoires du nord de la France étaient libérés, les gouvernements avaient décidé de confier à des coopératives de consommateurs le fait d'organiser l'approvisionnement de ces zones. Et c'était un geste politique extrêmement fort qui reposait tout simplement sur le constat que l'État en soi n'était pas capable de faire ça. Et que si on confiait ça à des structures capitalistes, il y aurait des réflexes prédateurs. Et donc la bonne formule consistait à privilégier le mode coopératif pour pouvoir résoudre une crise qui était une crise majeure. On traverse une crise majeure actuellement. J'ai pas entendu ce type de discours, mais j'espère que ça finira par arriver à un moment ou à un autre. Moi, dans le manifeste, il y a une partie qui m'a particulièrement interpellé, à laquelle je suis particulièrement sensible. C'est le chapitre, c'est le moment où on parle de l'imaginaire. Porté par l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il y a vraiment un point qui est important là-dessus. Et là encore, on est à un moment clé, c'est-à-dire que cette économie sociale et solidaire, finalement, ces dernières années, elle a petit à petit accepté qu'elle n'était pas une économie au rabais. C'est un mouvement qui n'a pas été simple non plus. L'économie sociale et solidaire a petit à petit s'est vécue comme une économie réelle et pas une économie auxiliaire. Et en même temps, ce qu'on est en train de voir, c'est que on commence à se dire que ce n'est pas seulement une économie, et que l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout, sans doute, une manière de s'interroger sur le rapport au pouvoir, sur le rapport au savoir, sur le rapport à l'imaginaire. Donc c'est vraiment important de souligner ça parce que on est là encore dans un moment où en face l'imaginaire auquel on est confronté, il est extrêmement puissant. Et donc, si on veut faire valoir notre propre imaginaire, il faut en avoir conscience, il faut le revendiquer, il faut pouvoir l'affirmer. Je dis que l'imaginaire d'en face est particulièrement fort parce que on est aussi dans un moment où le capitalisme est en train de se rendre compte que derrière l'économie sociale et solidaire, il y a quelque chose d'important, d'intéressant.
Et donc, on a aussi une partie de l'économie sociale et solidaire qui est avalée, digérée, recrachée par le capitalisme sous des formes qui sont moi je dirais totalement dévoyées, quoi. Je vais vous donner simplement deux exemples de ça pour illustrer, et puis qui sont deux exemples dans lesquels j'ai été particulièrement impliqué ces derniers mois ou ces derniers jours même ou ces dernières semaines pour illustrer la chose. La première chose, c'est on en a un petit peu parlé, c'est le mouvement de l'entrepreneuriat social, puis surtout du social business, du social business et une certaine vision philanthropique de l'économie sociale et solidaire, etc., qui a fini par prendre une grande place à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire ces 20 dernières années. Et ce mouvement-là, il a fait alliance avec les grandes boîtes capitalistes, en fait. Il marche main dans la main. Les grandes boîtes capitalistes sont très intéressées par les organisations d'économie sociale et solidaire, et depuis longtemps. Et ce qui les intéresse dans ce que l'on fait, c'est le fait que dans des coopératives, dans des associations, les gens ils bossent, quoi. Ils bossent, ils sont impliqués, ils sont même prêts à travailler gratuitement. Et la notion de travail gratuit, c'est quand même quelque chose qui est intéressant d'un point de vue d'une grande entreprise capitaliste. Donc on a une réappropriation d'un certain nombre de valeurs d'organisation, etc., par les grandes boîtes à ce titre-là. Donc je vous donne un exemple qui va vous parler. C'est celui des couturières qu'on a tous vécu au moment du premier confinement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment, où on s'est rendu compte que finalement les masques c'était important, puis qu'on n'en avait pas, quoi. Et spontanément, on a vu des milliers de couturières sortir leur machine à coudre des masques et ne pas compter ni leurs heures ni leur matériel pour produire des masques. Dans toutes ces couturières, il y avait, je le mets au féminin parce que c'était essentiellement féminin. Il y avait évidemment beaucoup de bénévoles et d'amatrices, mais il y avait aussi des professionnels. Et donc elles se sont mis à coudre. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que en un mois et demi à peine, aux alentours d'avril, petit à petit, il y a eu une captation de ce travail-là. Il y a eu une réappropriation de ce travail-là par, au départ, des entreprises d'économie sociale et solidaire qui ont commencé, certaines entreprises sociales et solidaires, d'économie sociale et solidaire qui ont commencé à organiser le travail, etc. Puis petit à petit, on s'est mis à dire finalement que les masques qui étaient distribués à la population, ils étaient offerts par la mairie. Pas par les couturières, par la mairie. On a commencé à voir des relations de travail extrêmement classiques s'instituer avec des couturières qui recevaient des ordres de petits chefs venus de je ne sais où qui leur disaient dis donc t'as pas assez produit, quoi. On a vu des filières entières se mettre en place où tout le monde était rémunéré sauf la couturière. Et finalement, ce mouvement-là a fini par arriver à un truc complètement fou, où aux alentours d'avril, on avait H&M, Intermarché, Monoprix qui, de concert, organisaient des opérations de couture de masques, qui mobilisaient des couturières pour leur permettre de développer leur talent, avec une réappropriation complète de la valeur du travail, valeur financière, économique, mais aussi symbolique, la valeur du travail des couturières. Donc, sous couvert d'économie sociale et solidaire, on a eu quelque chose qui était la preuve que on pouvait mettre gratuitement les gens au travail, et je vous assure que c'est pas tombé dans l'oreille des sourds, dans certaines entreprises. Deuxième exemple, vous avez peut-être suivi vous avez forcément suivi tous ces débats autour des travailleurs de plateforme et de la précarité et du statut des travailleurs de plateforme. Ce débat-là a eu une actualité cette semaine avec un rapport qui a été rendu par Monsieur Frouin à la demande du gouvernement, avec une question qui était posée à Monsieur Frouin, qui était: comment est-ce qu'on peut faire pour organiser le dialogue social et protéger mieux les travailleurs de plateforme? Et la réponse de Monsieur Frouin, alors, il est pas complètement acheté, ce rapport. Il est intéressant sous plein d'aspects. Mais sur la question de la sécurisation du travailleur de plateforme, une des propositions qui est faite, c'est l'adhésion obligatoire d'un travailleur de plateforme à un tiers sécurisateur. Ce tiers sécurisateur pouvant être une coopérative d'activité et d'emploi.
Et donc, on a une présentation dans ce rapport des coopératives d'activité et d'emploi qui est un truc vraiment sympa qui va pouvoir donner aux travailleurs de plateforme le contrat de travail que quand même Deliveroo et Uber ne va pas leur donner quand même, parce que ça les mettrait en danger, Deliveroo et Uber. Comment est-ce qu'on fait pour externaliser la fonction de portage salarial, et comment est-ce qu'on se libère de ces obligations d'employeur? Très bien, il y a des coopératives d'activité et d'emploi pour le faire. On ne pose pas la question du tarif. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où les gens sont salariés, il y a plus de problème. Quand même, quoi. Enfin, qui paye leur protection sociale, qui paye leurs frais professionnels, qui paye leurs investissements. C'est une question qui est complètement éludée. Elle n'est pas éludée, mais le rapport s'en saisit en disant oui, ça va faire des frais supplémentaires, et donc peut-être on peut imaginer une réduction d'impôts pour pouvoir favoriser le rattachement à une coopérative d'activité d'emploi. Donc l'État va payer de manière à ce que les coopératives, les plateformes prédatrices n'aient pas à rogner leur marge. C'est quand même un truc qui est complètement fou. C'est l'utilisation finalement de la coopération, d'un modèle coopératif pour faire du blanchiment d'exploitation. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ce type d'instrumentalisation. On n'est pas à l'abri de l'utilisation des cadres de l'économie sociale et solidaire, des organisations, pour faire exactement l'inverse de ce pourquoi a priori elles sont nées, c'est-à-dire un projet émancipateur. Donc tout ça pour dire, je crois que je suis déjà trop long, mais je vais finir. Tout ça pour dire que si on continue d'appréhender l'économie sociale et solidaire simplement comme un secteur, simplement comme des statuts, simplement comme des modèles, ça suffit pas. Je suis sensible à ce que disait Nicole tout à l'heure. Les outils, c'est important, mais il y a en effet un besoin extrêmement fort de considérer que l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord un projet politique, et donc un imaginaire politique avec des pratiques, qui est nourri de pratiques et d'idées. Et au cœur de ce projet politique et de cet imaginaire, il y a évidemment, et je suis complètement d'accord avec Benoît Hamon là-dessus, la question de la démocratie, qui est vraiment la question centrale, celle que l'on porte absolument. On est dans une période où on voit que nos démocraties sont en train de se déliter complètement, avec des exemples partout dans le monde de délitement du lien social et du lien politique qui peut unir les citoyens à des cadres de société civile ou à l'État. Et je crois que véritablement, on ne pourra pas sortir de cette crise de la démocratie si on ne peut pas nourrir le débat avec des pratiques démocratiques nouvelles. Et là-dessus, les organisations d'économie sociale et solidaire, elles ont un rôle mais absolument central à jouer. Je pense même que c'est autour de ces organisations-là et de tout ce qu'elles peuvent inventer en matière organisationnelle que doit pouvoir se réinventer, se refonder la démocratie dans les décennies qui viennent. Et vraiment, d'un point de vue du projet politique, et je vous remercie encore de l'avoir fait, cet effort-là, d'avoir pondu ce manifeste, je pense que ça doit nourrir quelque chose qui est une vraie ambition de placer ce que l'on a à faire dans l'économie sociale et solidaire, ce que l'on a à viser à ce niveau-là, qui est un niveau très haut, qui est celui de la défense de la démocratie.